Alors, bonjour à toutes et à tous, et merci à Béton Salon de m'avoir proposé de faire cette conférence dans le cadre de l'exposition Hard White Body de Candice Lynn. Alors, je vais parler d'un des thèmes de l'exposition, qui est le thème de la porcelaine, mais je ne parlerai pas d'un des autres thèmes, par exemple de l'urine ou autre, puisque ce n'est pas ce dont il s'agit ici. Ce dont je vais parler, c'est de revenir aux origines en fait, de la porcelaine, telle qu'on la perçoit en Europe et telle qu'on l'a importée aussi en Europe, et de comprendre comment, à partir de petits bols en porcelaine, on peut dire quelque chose du XVIIIe siècle et aussi de cette époque charnière entre l'Ancien Monde et la Révolution industrielle. Alors, cette conférence va nous amener plutôt du côté de la Chine et du côté des porcelaines chinoises que l'on a plutôt à l'esprit chez nous à travers cette représentation faite par Hergé de la porcelaine bleue et blanche, d'où sort Tintin, donc d'un objet plutôt luxueux associé à la Chine, mais qu'on a aussi dans notre imaginaire plutôt associé à quelque chose un peu vieillot, qui sont ces porcelaines qu'on trouve dans les vieux vaisseliers de nos grands-mères. Et ce dont je voudrais parler, c'est d'une porcelaine, alors notamment cette fameuse porcelaine bleue et blanche qui est la plus connue, mais qui est vraiment conçue au XVIIIe siècle comme un objet de haute technologie et un enjeu aussi extrêmement important du point de vue économique, géostratégique, etc. Et je vais revenir là-dessus. Cette porcelaine bleue et blanche, on va le voir, a imprégné les intérieurs des Européens au XVIIIe siècle. On le voit par exemple dans la liseuse à la fenêtre de Vermeer. Si on fait attention aux détails du tableau, on voit une jarre en porcelaine comportant en tout cas logeant un certain nombre de fruits. Et c'est véritablement cet objet qui est un objet à grand succès dans les ventes des boutiques parisiennes, d'Amsterdam, de Londres, de Berlin, au cours du XVIIIe siècle. Pour arriver là, ces porcelaines viennent de quelque part, et en particulier de Chine. Et cette consommation de bols, de vaisselle, de pots de chambre aussi, renvoie en fait à l'essor du commerce international à partir de la fin du XVIIe siècle, et c'est donc à l'échelle du monde qu'il faut se situer. Ce qui se passe, c'est qu'au XVIe siècle, les Portugais se sont implantés à Macao et ont commencé à importer un certain nombre de porcelaines, notamment les fameuses bleues et blanches, en Europe, intriguant le public et permettant la constitution déjà de premières grandes collections de porcelaine européennes. On en a encore des traces aujourd'hui, que ce soit le palais de Santos à Lisbonne, celui de l'ambassade de France, où on a cette collection au plafond de l'ambassade de porcelaine, ou encore des cabinets de porcelaine, ici c'est à Berlin au château de Charlottenburg, cabinets de porcelaine qu'on retrouvait dans de nombreux endroits d'Europe à cette époque-là. En fait, une demande émerge pour la consommation de porcelaine, pour le luxe associé à la porcelaine, et donc on va importer un certain nombre d'objets en Europe qui vont être transformés dans le goût européen. Ça va de petites statuettes, des magots de la Chine, transformées en pendules, aux plus connus, les vases en porcelaine, montés ensuite en Europe sur des structures en bronze pour les vendre comme des objets de luxe dans les boutiques, notamment parisiennes. Mais ces objets s'incarnent aussi, je l'ai dit, dans de la vaisselle utilisée par une population de plus en plus large. Ce qu'il faut bien avoir comme idée, c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, dans beaucoup de régions urbanisées d'Europe, il n'est pas rare que, disons, une famille sur trois, jusqu'à 2 familles sur 3, possèdent de la porcelaine chez soi, ce qui était inenvisageable un siècle plus tôt. Si cela est arrivé, c'est parce que le commerce international, je l'ai dit, connaît un essor fulgurant à partir du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, porté notamment par les compagnies commerciales européennes, et la première d'entre elles qui était la VOC, la Compagnie des Indes néerlandaise. Ces compagnies des Indes vont étendre leur commerce à l'échelle du monde et vont se tourner en particulier vers une zone extrêmement importante dans l'équilibre mondial de l'époque, qu'est la Chine. Il faut avoir bien à l'idée qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, la Chine représente la région la plus apte à être comparée à l'Europe dans l'esprit des Européens, puisque l'Empire céleste de la Chine est un empire qui est extrêmement admiré, notamment pour sa gestion administrative, pour sa gestion des ressources, et aussi pour le faste de ses productions, dont la porcelaine est un exemple. Donc ces marchands européens se rendent en Chine et vont être cantonnés à Canton. C'est-à-dire que
ces marchands sont limités dans leur pratique spatiale en Chine, ils sont limités au seul port de Canton et ils vont y commercer avec des marchands chinois et y acquérir. Alors là, on a des représentations de ces marchands chinois, européens en Chine à l'époque. Ils vont venir y commercer pour importer vers l'Europe des tonnes et des tonnes de porcelaine chinoise. Alors je dis qu'ils vont à Canton, mais pas seulement. En réalité, les Chinois commercent avec l'Asie du Sud-Est et tout l'océan Indien depuis des siècles. Et donc on trouve plusieurs comptoirs commerciaux à travers l'océan Indien où il est possible aux marchands européens d'acquérir des porcelaines de Chine, mais aussi des lacs, des soieries, du thé, etc., notamment en Indonésie et en Inde. Le résultat, c'est que les énormes navires, qui d'ailleurs augmentent en tonnage au cours du siècle, les énormes navires des compagnies des Indes orientales du siècle des Lumières vont apporter des quantités stupéfiantes de porcelaine en Europe. Alors, le porcelaine, ça représente 2% du commerce euro-asiatique à cette époque-là, mais pour donner un ordre d'idée, la compagnie néerlandaise des Indes orientales, entre le début du XVIIe siècle et la fin du XVIIIe siècle, va importer à peu près 43 millions de pièces de porcelaine en Europe. On a donc affaire à un commerce qui est massif et qui entraîne, du coup, la vente en Europe d'une diversité énorme d'objets en porcelaine, couvrant un champ d'objets extrêmement large. C'est donc une histoire à l'échelle du monde dont on parle ici, derrière ces petits bols en porcelaine, et une histoire beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un point A et un point B. La Chine, au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est un énorme centre manufacturier de porcelaine. Les Chinois, depuis la Chine des Ming, depuis qu'il y a notre Moyen-Âge, produisent de la porcelaine d'exportation pour de nombreuses régions du monde. Et notamment, ce ne sont pas les Européens qui sont prioritaires là-dessus, c'est plutôt le monde musulman qui s'approvisionne en porcelaine de la Chine. Et on trouve aujourd'hui, notamment au palais de Topkapı à Istanbul, une grande collection de porcelaine chinoise produite dans le centre manufacturier dont je reparlerai de Jingzhen en Chine. Les Européens s'insèrent dans ce commerce et vont diffuser les porcelaines à la fois vers l'Europe, mais également vers le Nouveau Monde. Et pour financer tout ça, je reviendrai sur la question de l'argent à la fin. Ce qui a été essentiel, ça a été l'exploitation des mines d'argent du Nouveau Monde. Et donc, cette histoire de la porcelaine, de ces objets en porcelaine, est une histoire globale, puisqu'elle connecte l'ensemble des continents de la fin de l'époque moderne. Alors, ce commerce, qui est associé au commerce de luxe, n'a pas été sans critique, néanmoins, à cette époque-là. Et on trouve le témoignage d'un marchand londonien, en 1754, qui dit « Tournés en ridicule par les Chinois, nos audacieux marins bravent tous les climats, les difficultés et les dangers pour leur apporter de l'or et de l'argent et obtenir en contrepartie quelques herbes séchées et quelques poteries cuites au four. Quelle aberration !» Et j'aimerais revenir sur ces poteries cuites au four qu'on appelle la porcelaine et le lier en fait à quelque chose qui est méconnu peut-être, qui est le goût des hommes et femmes du XVIIIe siècle pour la Chine. Sur ce tableau qui date en fait de 1814, qui est dans tous nos manuels scolaires pour représenter le siècle des Lumières et le monde des salons, alors tout le monde fait attention aux personnages qui sont présents, c'est un tableau fictif, cette scène n'a jamais eu lieu véritablement, mais on fait assez peu attention à un détail de ce tableau qui est ce qui est en train d'être lu au milieu de l'assistance, qui est en fait une pièce de Voltaire qui s'appelle L'Orphelin de la Chine. Voltaire a écrit une pièce inspirée d'une véritable pièce chinoise, à une époque où le goût de la Chine est extrêmement répandu en France, mais aussi en Angleterre, en Allemagne et dans l'ensemble de l'Europe. Cet intérêt pour la Chine, alors il est à la fois intellectuel, philosophique, etc., mais il est aussi extrêmement lié à l'importation des denrées chinoises dans les intérieurs européens. Et on le voit très bien dans un ensemble de tableaux, puisque les objets chinois viennent peupler les appartements cossus, notamment des paravents, justement des services en porcelaine, mais aussi des objets beaucoup plus de détail, comme des petites statuettes de Bouddha ou des petites figurines en porcelaine de Chine, présentes parfois de manière extrêmement nombreuse dans un certain nombre d'intérieurs. Ce goût de la Chine est largement répandu en Europe à l'époque, et on le retrouve d'ailleurs même dans la dimension architecturale. L'une des grandes modes du XVIIIe siècle, c'est de bâtir des pavillons chinois dans les parcs et les jardins, comme on le voit ici à l'hôtel de Montmorency. On a même un projet de pont chinois entre l'Arsenal et le Jardin des Plantes.
enfin, le jardin du roi à l'époque, et autre exemple, des jeux de cartes représentant des Chinois. Bref, un véritable goût de la Chine au siècle des Lumières, allant jusqu'à des représentations d'Européens se déguisant en Chinois, en s'inspirant de véritables Chinois venus en Europe à l'époque. La porcelaine, dans ce contexte, est véritablement un des objets phares. Je l'ai dit, à côté des soieries et du thé en particulier. La porcelaine est un objet qui se vend très bien dans un certain nombre de boutiques parisiennes, créant de nouveaux métiers, des raccommodeurs de porcelaine notamment, et surtout stimulant une économie du luxe qui arrive à son paroxysme au XVIIIe siècle, notamment avec des marchands merciers qui transforment les porcelaines reçues en les montant dans des structures en bronze afin de simplement aussi pouvoir les vendre à un public à un prix plus élevé et aussi correspondre davantage au goût des Européens dans la manière dont ils se projetaient dans la porcelaine chinoise. Sauf que ces importations coûtent cher. Et au XVIIIe siècle, la replication de la porcelaine va devenir un enjeu extrêmement important des recherches des académiciens, des techniciens, des manufacturiers, parce que l'un des enjeux consiste à pouvoir reproduire la qualité des porcelaines chinoises. Depuis longtemps, on fait de fausses porcelaines en Europe, et notamment des porcelaines à pâte molle, mais comme l'explique ce minéralogiste, Jean-Étienne Guettard, en 1965, ce que n'arrivent pas à faire les Européens, c'est à reproduire la qualité de ces porcelaines. Il dit la prééminence que la porcelaine de Chine a encore au-dessus de toutes celles qui sortent de nos manufactures de l'Europe, d'où des efforts faits tous les jours pour imaginer des pâtes de porcelaine qui puissent approcher celles de la Chine. L'enjeu, c'est à la fois un enjeu économique, arrêter d'importer de Chine toutes les porcelaines dont on a besoin, mais c'est aussi un enjeu de prestige, prouver que les manufactures européennes sont capables de produire des objets qui soient aussi qualitatifs que ceux qui viennent de Chine. D'où des recherches nombreuses sur la manière dont les Chinois produisent leur porcelaine. Alors on va aller chercher des traités chinois. Notamment la BNF conserve aujourd'hui une réplication, en tout cas d'estampes chinoises représentant le processus de production des porcelaines de Chine, et notamment l'exploitation des mines de kaolin, qui est l'élément déterminant dans la production de porcelaine de qualité. Les meilleurs informateurs sur la porcelaine à cette époque-là, ce sont des religieux, ce sont les missionnaires jésuites qui avaient été envoyés en Chine pour évangéliser la population, mais qui surtout avaient réussi à s'introduire au sein de la cité interdite, au sein du palais impérial, parce que ces missionnaires étaient employés comme mathématiciens auprès de la cour, mais aussi comme techniciens. Et ils ont été des passeurs de techniques entre la Chine et l'Europe à cette époque-là et inversement. Et c'est notamment l'un d'entre eux, le père d'Entrecol, qui s'est rendu dans le grand centre manufacturier de Jingzhen, qui est situé à 900 km de Canton, pour y observer comment était produite la porcelaine. Et là, il faut vraiment imaginer qu'on est dans un épicentre mondial de la production céramique, puisque Jingzhen, c'est près de 100 000 artisans, 3 000 ateliers, 3 000 fours en tout cas, qui produisent des milliers et des milliers de tonnes de porcelaine exportées hors de Chine, mais également produites pour le marché intérieur. Les lettres d'Entrecol, les observations de certains marchands vont être compilées, étudiées, et vont permettre de déterminer justement la composition et la manière de faire des Chinois en matière de porcelaine. En France, l'étape essentielle va venir de Jean-Étienne Guettard, qui va découvrir dans le Limousin des gisements de kaolin, permettant justement de reproduire exactement les techniques employées en Chine pour la production de la porcelaine. Ce qui fait, alors il manque des illustrations, c'est pas grave, ce qui fait qu'en France, vont se développer des manufactures de porcelaine à la chinoise au cours du XVIIIe siècle. On avait déjà de fausses porcelaines réalisées dans divers ateliers à travers l'Europe, mais on se met à produire vraiment des imitations d'apparence, ou en tout cas de structure de la porcelaine. Prenons même des noms chinois. C'est-à-dire qu'en Angleterre, on va avoir la manufacture de Bow, qui s'appelle la Nouvelle Canton, ou la Worcester Tonkin Manufacture, donc la manufacture du Tonkin de Worcester, qui produit des porcelaines en imitant des idéogrammes chinois de manière à les vendre comme des porcelaines de Chine. En France, la grande manufacture qui va produire la porcelaine française, c'est la manufacture de Sèvres, qui va se mettre à produire au début des imitations chinoises, mais aussi des porcelaines dans un goût purement européen,
prouvant aussi la capacité des Européens, aux yeux des marchés et du public, de leur capacité à essayer de faire aussi bien que les Chinois. Ce qui fait que je reviens à Vermeer dont je parlais tout à l'heure, et j'ai peut-être un petit peu menti sur la jarre en porcelaine qui n'est pas forcément d'origine chinoise. En fait, Vermeer était originaire de la ville de Delft, aux Pays-Bas, et Delft était l'un des grands centres de production d'imitation de porcelaine en Europe. Je crois que c'est à peu près 25% de la population de Delft qui travaille dans les imitations, en tout cas dans ce qu'on appelle la faïence de Delft, qui imite le bleu et blanc chinois. Et donc c'est peut-être l'une de ces faïences de Delft qui est ici représentée chez Vermeer. Alors ces objets de luxe, la porcelaine c'est du luxe, ont eu une diffusion sociale beaucoup plus surprenante que ce à quoi on pourrait s'attendre. Parce que, en tout cas, l'apparence de la porcelaine a intrigué les milieux manufacturiers et les producteurs, notamment parce que ce qui attire dans la porcelaine, et on le voit dans cette nature morte du XVIIIe siècle, c'est l'apparence de la faïence. C'est notamment la légèreté, la brillance extrêmement importante et le lustre de la porcelaine. Or, un certain nombre de populations, à une époque où il y a un véritable essor de la consommation en Europe, un certain nombre de personnes dans la population souhaitaient acquérir quelque chose qui ressemblait à de la porcelaine, mais sans pouvoir se le payer. Et donc, là encore, des manufacturiers ont cherché à trouver des solutions. Et c'est le cas notamment en France de la manufacture de tôle vernie façon de la Chine, qui ouvre dans les années 1770. On fait des porcelaines en tôle qui sont vendues à Paris à un prix bien moindre que la porcelaine chinoise. C'est ce que dit par exemple cette espèce de, c'est pas exactement une publicité, mais ces réflexions qui sont présentes dans la Gazette du Commerce en 1772. C'est quelqu'un qui observe la manufacture de tôle vernie et qui dit qu'on peut y trouver justement des produits très divers qui imitent l'argent et la porcelaine et qui surtout sont faits dans un matériau recouvert de vernis qui imite parfaitement les ouvrages de la Chine et du Japon. Ce qui fait que les couches moyennes de la population qui n'auraient pas forcément pu s'acheter des services en porcelaine peuvent acheter des produits imitant la porcelaine de la Chine et vendus en Europe. On aurait d'autres manufactures, mais je ne vais peut-être pas m'étendre là-dessus. Je reviens à la citation du marchand londonien tout à l'heure en conséquence, qui écrit à une époque où on fait déjà des imitations de porcelaine en France. Il dit que le gros problème, c'est que pour acquérir des porcelaines, même avec la production de porcelaine européenne, l'importation de porcelaine va continuer tout de même, parce que ce sont des objets de luxe qui sont attractifs par leur caractère antique, notamment, pour les acheteurs et les amateurs européens. Cet achat de porcelaine de Chine est pour beaucoup, enfin en tout cas représente pour beaucoup un danger. Un danger notamment parce qu'il signifie une fuite de capitaux vers la Chine et une fuite d'argent en particulier vers la Chine. Et le grand problème des échanges entre l'Europe et la Chine à cette époque-là, pour acheter des porcelaines, de la soie, des lacs ou du thé, le gros problème, c'est que le commerce est déficitaire pour l'Europe. Énormément de quantité d'argent part vers la Chine et il faut expliquer ça. Je vais juste du coup terminer avec 2 points. Pourquoi la population européenne a acheté de la porcelaine au XVIIIe siècle et qu'est-ce que cela nous dit aussi des échanges mondiaux à cette époque-là? Pour répondre à ça, alors ce n'est pas des hypothèses personnelles, je vais dire des choses que d'autres ont pensées. C'est notamment un chercheur qui s'appelle Louis d'Herminy qui a travaillé sur le commerce à Canton, qui a une hypothèse sur pourquoi des familles achètent de la porcelaine au XVIIIe siècle. Et une des hypothèses, c'est qu'au XVIIe siècle, qui est une époque de grande variabilité monétaire, de grande dépréciation de monnaie, etc., la valeur refuge pour beaucoup de familles, notamment en ascension sociale, c'est d'acheter de l'argenterie. Pourquoi? Parce que l'argenterie, en cas de difficulté, lorsque les temps sont plus durs, l'argenterie, on peut la fondre, on peut la revendre. En tout cas, la matière, l'argent, est récupérable et permet d'être un placement sûr pour ces familles. Le XVIIIe siècle est une période de beaucoup plus grande stabilité monétaire et d'essor de la consommation. Et donc, l'achat de porcelaine, à cette époque-là, c'est un peu le luxe à l'état pur. Au lieu d'acheter de l'argenterie, on se met à acheter aussi de la porcelaine parce que la porcelaine est une forme de consommation ostentatoire. Et surtout, alors qu'on peut acheter un marc d'argent, qui serait juste un marc d'argent, avec la même somme, on peut acheter un service en porcelaine qui est représenté dans les intérieurs et qui peut être montré à d'autres. Et donc, cette consommation de porcelaine
nous dit peut-être quelque chose aussi d'un rapport à l'argent, d'un rapport aussi à la sécurité économique qui se développe à cette époque-là. C'est une hypothèse, il y en aurait d'autres, il y a simplement le goût de la Chine, le goût pour cette nouvelle matière, ce nouveau matériau, cette nouvelle vaisselle qui émerge à cette époque-là, mais en tout cas, c'est une des explications. Ce commerce, par ailleurs, a un impact qui est énorme. En tout cas, c'est ce que soutiennent plutôt un certain nombre d'historiens actuels liés à un grand débat qui est le débat sur la grande divergence. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, simplement, il y a un débat très fort depuis 15 ans en histoire pour expliquer que jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, la Chine et l'Europe, certaines régions d'Europe et certaines régions de Chine plutôt, ont un niveau de développement à peu près équivalent. Sauf que, entre 50 et 100 années plus tard, s'opère la grande divergence. L'Europe décolle et la Chine non. Pourquoi? Notamment, il y a beaucoup de livres qui disent pourquoi la Chine n'a pas eu la machine à vapeur alors que les Européens oui. Bref, pourquoi il y a ce décalage qui va s'opérer à ce moment-là? Plein de raisons sont avancées et l'une des raisons, c'est l'exploitation du Nouveau Monde. L'Europe a pu exploiter le Nouveau Monde et en tirer des ressources permettant son essor. Or, dans tout ça, peut-être que la porcelaine n'y est pas pour rien encore. Là, je tire un peu des grosses ficelles, mais ce qui explique Kenneth Pomerantz, qui est l'historien qui a promu cette idée de grande divergence, ce qui explique Kenneth Pomerantz, c'est que si les Européens ont exploité le Nouveau Monde, c'est parce que la Chine demandait de l'argent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Européens ont colonisé l'Amérique du Sud, qu'ils ont tiré des ressources en argent extrêmement importantes, la valeur, en tout cas le rapport entre l'or et l'argent en Europe, a décliné. Et une région dans le monde était très demandeuse en argent à cette époque-là, c'était la Chine. Et donc, les Européens ont trouvé dans l'exploitation de l'argent du Nouveau Monde un moyen d'écouler cette marchandise argent en l'envoyant vers la Chine et en échange, en important des biens de luxe vers l'Europe et donc des porcelaines. Et donc derrière cette porcelaine se joue aussi quelque chose de l'équilibre économique et de l'équilibre des puissances mondiales au XVIIIe siècle, à un moment charnière où cet équilibre va être déséquilibré, c'est peut-être pas très heureux comme formule, va en tout cas évoluer, et donc derrière ces porcelaines, beaucoup de choses se jouent. Tout ça pour conclure que derrière ces tout petits bols en porcelaine qui sont à la mode au XVIIIe siècle en Europe, ce qui se joue, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, des dynamiques commerciales, économiques, culturelles et sociales liées à l'essor de la consommation, liées à l'essor du commerce international, liées aussi à un rapport entre l'Europe, la Chine et le Nouveau Monde qui évolue et qui varie à cette époque-là. Et donc, derrière ces simples petits bouts de porcelaine se joue quelque chose, en tout cas, la porcelaine nous explique certaines transformations profondes qui s'opèrent au moment où l'Europe va s'industrialiser. Voilà, je vous remercie pour votre attention.